Merci amis téléspectateurs de Amani TV, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur Amani TV. Vous nous recevez chez vous alors que nous recevons aujourd'hui M. Hamidine Mokhtar Kane. Il nous vient de la Mauritanie, il est au Sénégal et aujourd'hui il nous fait l'honneur de répondre à notre invitation. Docteur Kane, bonjour. Bonjour M. Wad. Alors c'est un plaisir de vous avoir chez nous. C'est un plaisir partagé, surtout de venir sur cette grande chaîne panafricaine qui est Amani TV, une chaîne suivie par beaucoup de Mauritaniens et à travers l'Afrique, dont le nom aussi est un nom révélateur qui signifie paix en Swahili. Donc c'est tout à fait un bonheur pour moi. Très bien, merci beaucoup, ça fait plaisir. Mais déjà vous êtes là au Sénégal et il y a juste quelques mois vous étiez candidat à la candidature pour la présidentielle, en tout cas en Mauritanie. Déjà pour revenir par rapport à cette question-là, qu'est-ce qui avait motivé vraiment votre candidature? Déjà un peu par rapport à votre parcours, vous êtes économiste industriel précisément et puis vous avez également fait beaucoup d'analyses sur la situation de votre pays, mais sur la situation internationale. Qu'est-ce qui vous a amené vraiment à poser cette candidature? Mais ma candidature, justement, pendant les élections présidentielles dernières, en juin 2024, c'est dû au fait que je vois que l'état de mon pays est un état déplorable. Et la Mauritanie a besoin de se développer, a besoin de cohésion, a besoin de justice. Tous ces faits font que je me suis porté candidat aux élections présidentielles parce qu'un pays, pour qu'il avance, il faudra qu'il ait des hommes valables, des hommes vaillants, des hommes courageux, des hommes qui veulent que le pays avance dans de bonnes conditions. En principe, tel n'est pas le cas dans mon pays, la Mauritanie. Alors que la Mauritanie est l'un des pays qui devait avoir justement cette vision prospective pour le développement de la Mauritanie. Mais tel n'est pas le cas, cause pour laquelle je me suis engagé vaillamment dans cette bataille que sont les élections présidentielles en Mauritanie. Alors pour en revenir à votre élan politique, on sait qu'il y a eu quand même des partis politiques, mais vous êtes venu avec une alternative nouvelle. Pourquoi ce choix de ne pas vous ranger quelque part, mais de venir proposer quelque chose de nouveau? Mais parce que j'ai vu que ce qu'on proposait ne sied pas à la population mauritanienne. La population mauritanienne vit dans la pauvreté la plus absolue, alors que la Mauritanie recèle parmi les plus grands potentiels du continent africain. Mais on ne voit que la misère, la gabegie, la corruption et puis le laisser-aller. Donc tout ça est à changer et puis il faudra le changer coûte que coûte pour que les Mauritaniens vivent normalement, vivent unis, vivent correctement comme les autres peuples, mais tel n'est pas le cas à l'heure actuelle. Alors, à l'issue de l'élection présidentielle, actuellement, vous avez certainement des perspectives politiques par rapport à votre engagement pour la Mauritanie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce niveau? Mais je vais continuer à mobiliser les troupes qui sont avec moi, les gens qui comprennent justement mon engagement, qui veulent que la Mauritanie avance. Donc je suis résolument engagé à me battre pour une Mauritanie nouvelle, une Mauritanie unie, une Mauritanie juste et une Mauritanie prospère. Donc c'est ça le but de mon combat et c'est un combat dont beaucoup de Mauritaniens adhèrent, des Mauritaniennes et des Mauritaniens, de la jeunesse mauritanienne y adhèrent, les femmes mauritaniennes y adhèrent et puis toute la population, toutes les communautés confondues y adhèrent. C'est ça justement qui fait de nous une force alternative. Parce que c'est toutes les communautés qui sont concernées et qui sont derrière nous. Alors vous avez parlé tout à l'heure de cette, en tout cas de la Mauritanie égalitaire. Vous, votre combat, c'est aussi peut-être ça, essayer de rétablir un peu ces inégalités. D'où est-ce que qu'est-ce que vous a motivé à amener cette touche-là dans votre rapport politique? Mais parce que j'ai vu qu'il y a une inégalité très forte en Mauritanie. La Mauritanie, quand vous la parcourez dans sa globalité, dans sa superficie, dans sa dimension, dans son intégrité, dans ses profondeurs, vous voyez que les Mauritaniens souffrent durablement et puis ça c'est depuis des décennies. Ils ont besoin d'un changement radical parce qu'il n'est pas possible qu'on soit assis sur des potentialités, des ressources aussi grandes que la Mauritanie et que 5 millions d'habitants n'arrivent pas à vivre
correctement en Mauritanie. Ça, c'est un engagement très fort pour que les Mauritaniens puissent vivre normalement comme tous les autres. Et puis qu'il y ait quand même un minimum pour les Mauritaniens. Mais de ces 5 millions d'habitants, peut-être, disons-le, grosso modo, seulement 100 à 200 000 vivent correctement. Tout le reste vit dans la misère. Et ça, ce n'est pas acceptable pour un pays comme le nôtre, comme la Mauritanie, comme mon pays. Et ça, on veut le changer. Et puis, avec les Mauritaniennes, avec la jeunesse mauritanienne, avec la population mauritanienne dans sa globalité. Et c'est un engagement fort et on ne va pas reculer là-dessus. Alors, on a compris peut-être un peu les motivations, ce qui vous motive à vous engager en politique. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous offrez concrètement aux Mauritaniens comme solution durable par rapport à ces problématiques que vous avez évoquées? Mais à ces problématiques, je propose déjà l'unité, l'égalité, la justice et le développement, le progrès. Justement, l'exploitation de toutes les capacités mauritaniennes, qu'elles soient agricoles, pastorales, halieutiques et industrielles. La Mauritanie recèle énormément de ressources et ces ressources doivent être mises à disposition de la population mauritanienne. Les ressources n'attendent que ça. Et les populations n'attendent que ça, qu'un homme veuille développer le pays, la Mauritanie, pour que la Mauritanie soit à l'aune des autres pays, un pays dont on se réjouit, dont on est content, dont on est fier. Mais tel n'est pas le cas maintenant, cause pour laquelle vous voyez qu'il y a énormément de Mauritaniens. La jeunesse mauritanienne est partie, plus de 15 000 Mauritaniens sont partis aux États-Unis, pour une population de 5 millions d'habitants. Et d'ailleurs, les contingents dont parle Trump pour le rapatriement, la Mauritanie est bien placée pour les rapatrier. Plus de 3 800 Mauritaniens sont sur les listes américaines pour le retour au pays. Et nous, on ne veut pas que les Mauritaniens aillent mourir dans des bateaux, à chercher par exemple un environnement meilleur, un avenir meilleur, alors que tout peut être, ils peuvent trouver tout ça en Mauritanie. Et c'est pour ça qu'on se bat. On n'a pas besoin que nos fils, nos filles, nos enfants aillent mourir dans des bateaux, aillent mourir par exemple au Nicaragua, au Mexique. Mais non, tout se trouve en Mauritanie. C'est là-bas qu'ils doivent trouver leur bonheur, en Mauritanie. Alors, tout se trouve en Mauritanie, ça veut dire que, vous l'avez dit, il va sans dire que la Mauritanie regorge de beaucoup de potentialités. Et récemment, avec l'exploitation du pétrole et du gaz, quels sont les commentaires que vous avez à ce niveau-là concrètement? Les commentaires que je peux faire d'abord, premièrement, c'est important que la Mauritanie et le Sénégal s'entendent sur des bases solides. Parce que, généralement, ces deux ressources dont vous avez parlé, le gaz et le pétrole, sont sources de conflits internes et surtout si c'est des ressources partagées. Donc il faudra que la diplomatie aille, vaille que vaille, et puis que les gens, les populations, les gouvernants s'entendent pour qu'il n'y ait jamais de malentendus ou bien de sources de conflits. Parce que tout le monde peut en profiter. C'est des ressources colossales dont les deux pays peuvent se partager normalement. Et puis, aussi former la population, les ingénieurs mauritaniens et sénégalais, les former pour que demain, qu'ils reprennent la relève. La Mauritanie, pas seulement, par exemple, dans cette partie entre Ndiago et Saint-Louis, regorge de pétrole et de gaz, mais à l'intérieur de la Mauritanie, ça veut dire à quelques kilomètres de Nouakchott, des potentialités gazières presque parmi les plus grandes du monde sont découvertes en Mauritanie en novembre 2023. Donc, ces potentialités font de la Mauritanie un pays à envier, mais un pays qui doit gérer ses ressources, qui doit aussi former ses élites, qui doit être un pays juste, un pays pas corrompu, un pays où il n'y aura pas de gabegie, où tous les Mauritaniens vont en profiter. C'est ça qu'on veut de la Mauritanie, c'est ça qu'on cherche et c'est ça qu'on va faire de sorte à ce que ça arrive en Mauritanie, notre pays. Alors, il peut y avoir souvent des craintes par rapport justement au partage de ces ressources-là. Si on sait qu'il y a une partie de la population qui pourrait être lésée par rapport justement à la distribution des revenus tirés de ces ressources, à ce niveau, est-ce que vous avez des craintes particulières? Des craintes, mais si le gouvernement ne fait pas son travail, effectivement, il peut y avoir une partie de la population qui sera lésée, une grande partie d'ailleurs qui sera lésée au détriment d'une petite minorité qui va profiter de toutes ces richesses. Et ça, c'est inacceptable. C'est source de conflits, de tensions. Et ça, je ne l'encourage pas, je dis que les gouvernants doivent faire beaucoup attention. Parce que ça peut amener des implosions. Et puis
peut-être même des mouvements irrédentistes pour dire que c'est dans ma région, donc c'est ma région qui doit l'exploiter, nous devons en profiter le maximum, le plus. Mais ce n'est pas ça. Quand c'est dans un pays, c'est toute la population de ce pays qui doit en profiter. Que ce soit des gens du Térizemour, les gens des Dehoud, de l'Assaba, du Gorgol, du Guidimaha, du Trarza, du Tagan, tout le monde de l'Inchiri, tout le monde doit en profiter au même pied d'égalité parce que ce sont des citoyens comme les autres. Tous sont égaux devant la loi et tous ont des devoirs et des droits. Donc c'est comme ça qu'on doit gérer un pays, mais pas un pays corrompu où il y a la gabégie, où on met certaines populations au-dessus des autres. Ça, c'est source de tension et source d'implosion. Et quand les tensions commencent à éclore, ce n'est plus contrôlable. Aucun État ne peut contrôler des tensions pareilles. Après, le pays part à sa propre perte. Alors, on sait que dans plusieurs pays africains, les localités qui se trouvent à côté de ces exploitations-là ne bénéficient pas toujours de ces ressources. À ce niveau, qu'est-ce qu'il y a comme stratégie, par exemple, que vous pouvez proposer pour qu'il y ait un partage équitable des ressources? Mais c'est justement que toute la population soit concernée, qu'il y ait de la sensibilisation, pour dire que ces ressources sont là, disponibles, elles seront exploitées pour le bien de toute la population mauritanienne, disons-le. Je prends un exemple, la Mauritanie. Mais ces exemples que vous avez cités, il y en a justement au Nigeria, dans le pays Ibo, il y en a au Mozambique. On voit justement ces mouvements irrédentistes dont je parlais. Et puis même en Libye, la Libye maintenant qui est en état d'explosion, d'implosion. Hein? Donc nous, c'est ce qu'on ne veut pas que ça se reproduise en Mauritanie. Nous sommes un peuple uni, nous sommes un peuple fier, nous avons toujours vécu ensemble, toutes les populations mauritaniennes ont vécu ensemble depuis plus de 1000 ans. Depuis plus de 1000 ans, ces populations vivent ensemble. C'est des populations qui ont toujours cohabité. Donc s'il y a des tensions en Mauritanie, c'est dû au gouvernement, ce n'est pas aux populations. Quand vous allez au fond de la Mauritanie, vous serez accueillis comme Mauritaniens et puis comme frères ou comme sœurs. Mais c'est les politiques qui enveniment les choses pour créer la tension et pour pouvoir continuer à gouverner et à régner. Alors cette unité que vous évoquez, vous insistez sur l'unité de la Mauritanie, mais qu'est-ce qu'il faut faire justement sur le plan sociologique pour encourager cette conscience de l'unité, comprendre que ce qui lie en tout cas est plus fort? Il y a la culture mauritanienne, elle est diversifiée, mais c'est une culture qui se complète. Et puis, comme on le dit, la culture est au début et à la fin du développement. Donc, chaque culture doit être respectée, avoir les mêmes droits que les autres. Enseigner les langues nationales au même titre que toutes les autres langues. En faire des langues de travail, des langues de communication et des langues d'interpénétration. Donc c'est ça qui manque en Mauritanie, c'est ce que nous voulons concrétiser pour que la population s'y retrouve. Les Mauritaniens sont prêts à ça, c'est les politiques qui refusent. Donc nous, on va veiller à justement ce que ça se concrétise pour que nous avancions, mais non pas rester sur des problèmes mineurs qui gangrènent justement la population mauritanienne et qui nous empêchent de nous développer. Alors, docteur Kane, tout à l'heure, en parlant du pétrole, de l'exploitation du pétrole et du gaz, vous avez évoqué le Sénégal qui est un partenaire de la Mauritanie. On sait qu'aucun pays ne peut vivre actuellement en autarcie, surtout avec les relations qui se tissent souvent économiques par nature. À ce niveau, quelle est la position que doit avoir la Mauritanie en Afrique globalement, mais surtout pour s'imposer au niveau de la scène mondiale? Mais la Mauritanie, c'est un trait d'union. C'est ça qui doit faire la force de la Mauritanie. Un trait d'union? Un trait d'union entre l'Afrique, le Maghreb et entre l'Afrique noire. C'est ça qui doit faire de la Mauritanie une force. Parce qu'il y a des populations qui sont des deux côtés, des populations arabes et des populations négro-africaines. Vous voyez des Soninké, vous voyez des Peuls et puis vous voyez des Wolofs. Vous voyez, de l'autre côté, vous avez des Arabes et puis des Berbères. Donc c'est ça qui doit être une force pour la Mauritanie, profiter justement de ce positionnement géographique et stratégique, parce que la Mauritanie, c'est un pays stratégique au point de vue africain. C'est l'un des pays les plus stratégiques africains. Donc en faire un point justement de jonction, un point de coordination, un point de rassemblement pour toute l'Afrique. Et puis les Africains seront ravis de voir, parce que la culture mauritanienne est vaste, diversifiée, et puis c'est une culture, les Mauritaniens sont accueillants. Donc ça doit en faire un pays envié, un pays
qui doit être justement là pour montrer que le chemin de l'Afrique peut passer par la Mauritanie. Alors vous avez évoqué aussi tout à l'heure Trump aux États-Unis avec ces décisions qu'il est en train de prendre lors de ses premiers jours au pouvoir, en tout cas avec ce retour qu'il a signé récemment. Quelle est votre analyse sur ce retour-là de Donald Trump aux États-Unis, puisque vous êtes aussi un observateur de la scène internationale? Oui, mais vous savez, M. Wade, vous avez bien posé la question et je vous en remercie. Vous savez, c'est une opportunité pour l'Afrique. Le retour, ah oui, c'est une opportunité pour l'Afrique. Il faudra dire que les Africains ont les portes ouvertes pour se ressaisir, pour penser à l'Afrique, pour penser au développement de l'Afrique, pour penser à l'intégration africaine. Parce que c'est un rapport de force. La vie économique, militaire, la vie géostratégique, c'est un rapport de force. Et ce rapport de force peut être à l'avantage de l'Afrique. Parce que l'Afrique recèle les plus grandes ressources mondiales, qu'elles soient minières, naturelles et puis agricoles. 70 à 75% des terres arabes se trouvent dans le continent africain, pas ailleurs. Et ça, c'est au bas mot. Et puis, donc, les Africains doivent se dire, étant donné que le président américain parle ainsi, nous devons nous ressaisir. Et ça, les Africains peuvent le faire. Il s'agit d'avoir de la volonté politique. Si nous avons de la volonté politique, une ambition pour notre continent, et puis lever la tête, ne pas toujours courber l'échine, vous allez voir que l'Afrique va s'en sortir et ce sera un continent d'avenir. D'ailleurs, tout le monde le dit, c'est un continent d'avenir, un continent en vie. Tout le monde va commencer à appliquer en Afrique. D'ailleurs, les grandes puissances à l'heure actuelle se battent pour avoir des positions en Afrique. Pourquoi pas les Africains eux-mêmes? Pourquoi donner cette possibilité à d'autres alors que nous sommes là? Et puis, c'est un continent qui est sous-peuplé. Nous sommes 1,4 milliard. L'Inde à elle seule, elle fait 1,5 et quelques millions. La Chine fait 1,350 milliard. Hein? Vous voyez le positionnement. Alors que nous sommes 30 millions de kilomètres carrés, nous pouvons nourrir 9 milliards d'habitants. Ça, c'est la Banque africaine de développement qui le dit. 9 milliards d'habitants. Nous sommes qu'1,5 milliard. Et puis, vous savez que la population, les gens, les humains, c'est ça qui fait la force des nations. Si vous êtes nombreux, maintenant, à l'heure actuelle, la Chine à elle seule fabrique chaque année 4 millions d'ingénieurs. 4 millions, plus que tout le reste du monde. Mais c'est ça qui fait que la Chine, d'ici quelques années, d'ailleurs, ce qu'on dit que la Chine est toujours deuxième, depuis 2023, mai 2023, la Chine est la première économie mondiale. Depuis mai 2023. Vous comprenez? Donc, vous avez entendu parler du DeepSeek sur l'intelligence artificielle. Ils ont battu, ils ont damé le pion aux États-Unis. Donc, c'est ça, c'est les potentialités humaines qu'il faudra parler aux Africains. Le planning familial dont on parle, qu'on vient de nous bassiner, il ne faut pas qu'on l'accepte. On n'a pas accepté le planning familial. Les Africains doivent se reproduire de plus en plus. La fois dernière, Elon Musk a dit ce qui va faire la perte de l'Occident, de l'homme blanc, c'est la sous-natalité. Il l'a dit, donc il met en garde. Nous, pourquoi nous, on vient nous bassiner pour nous dire qu'il ne faudra plus se reproduire, qu'il faut avoir un enfant ou deux enfants ou pas d'enfants. Les Africains et les Africaines doivent prendre ça en conscience et se reproduire davantage. Le continent peut absorber plus de 9 milliards d'habitants. Donc ça, il faudra que les Africains le sachent, que les Africains le comprennent et puis que ce soit entendu. Donc vous voyez dans ces positions de Trump qui met l'Amérique en première position dans sa politique, vous y voyez une opportunité pour l'Afrique. Mais vous avez évoqué l'intégration africaine. Absolument. Qui tarde, même si on sait qu'il y a des mécanismes. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui l'intégration? Ce qui bloque, c'est que les Africains ne veulent pas s'entendre entre eux et puis ils ne sont pas ici pour l'Afrique. Ils sont là pour d'autres puissances. Et ils n'ont pas cet esprit panafricaniste. C'est cet esprit qui leur manque. Il faudra que ces générations qui arrivent au pouvoir, qui prennent le pouvoir, justement, mettent ça en œuvre. Que ce soit au Sénégal, que ce soit dans d'autres contrées, que ce soit dans les pays de l'AES, que ce soit au Ghana. Mais oui, c'est aux Africains de mettre ça en marche. Que ce soit d'ailleurs, même disons-le maintenant, au Tchad ou bien dans d'autres pays, il faudra que l'esprit panafricain soit un esprit d'avant-garde. Sans ça, nous n'avons pas de salut, parce qu'on cherchera toujours à détruire, à détricoter l'Afrique.
à recoloniser l'Afrique, parce que les potentialités dont je vous ai parlé, surtout les métaux rares, les métaux stratégiques, la plupart de ces métaux se trouvent dans ce continent, pas ailleurs. Ailleurs, il y en a. Mais si on prend tous ces métaux, 60 à 70% de ces métaux se trouvent en Afrique. Donc, il faudra exploiter ce potentiel. Alors, si on prend par exemple un exemple avec l'intégration économique, on sait qu'il y a par exemple des projets qui ont été mis en place à travers les différentes régions, un peu sur le continent. Mais jusqu'à présent, par exemple, la question de la monnaie, ça revient tout souvent. La question également des échanges commerciaux, ça revient souvent. À votre niveau en tant qu'analyste, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce point précis? Moi, je veux dire que les Africains, d'ailleurs, il y a la ZLECAf qui a été créée. Justement. La ZLECAf, il faudra la renforcer. Moi, je l'ai dit dans beaucoup de médias, la ZLECAf, il faut la renforcer. C'est le plus grand marché commun du monde, la ZLECAf. Mais il y a des réticences, on ne peut pas se développer avec 5 millions, 10 millions de petits États, de petites entités. Les autres États parlent de globalité. 500 millions, 380 millions, 1 milliard 500, 1 milliard 400, il y a l'ALENA qui... Mais les Africains cherchent à se recroqueviller sur eux-mêmes. Mais non, ça ne marche pas comme ça. On se fait bouffer, on se fait dicter des lois. Et ça, l'Africain ne doit plus l'accepter. Parce que ça, c'est un continent béni de Dieu. Ah oui, l'Afrique, c'est un continent béni de Dieu, mais les Africains ne se prennent pas au sérieux. Mais ça, il faudra que ça change, il faudra que ces mentalités évoluent, il faudra que l'Afrique se réveille et puis marche sur ses deux pieds. Et à ce niveau, êtes-vous optimiste quand même qu'on arrivera à ce point-là? Moi, je ne suis jamais défaitiste. J'ai toujours bon espoir pour l'Afrique. Et puis, c'est un continent qui va damer le pied aux autres continents. Il suffit qu'on le veuille. Et la jeunesse africaine le veut, mais c'est les gouvernants qui font marche arrière. Mais ils seront obligés, la jeunesse va les obliger à aller de l'avant. Et cette jeunesse, je l'encourage justement à ouvrir les yeux et puis à penser demain pour l'Afrique. Parce que toutes les potentialités sont là et c'est un continent qui est incontournable. Tout le monde le sait, que ce soit la Russie, la Chine, les États-Unis, l'Union européenne, le Japon, la Corée, tout le monde, l'Inde, tout le monde veut avoir quelque chose ici en Afrique. Mais il faudra que ce soit au bénéfice des Africains, mais pas au détriment des Africains. Et vous pensez que pour y arriver, il faut quand même l'implication des gouvernants, que c'est eux quand même qui doivent avoir la vision politique qui Mais absolument, et puis c'est une volonté surtout politique. Il faut vouloir. La volonté politique, il faudra avoir des ambitions et puis il faut avoir la vision. Il faudra justement que vous soyez animé d'un esprit panafricaniste. Si vous ne l'avez pas, vous êtes défaitiste, tout ce qu'on vous dit, vous acceptez. Mais ça, vous serez défait et vous mangerez seulement que des croûtes. Et puis l'Africain n'a pas à accepter ça. L'Africain doit se réveiller et dire qu'on a besoin de bons gouvernants. De bons gouvernants, on a besoin de développement, on a besoin d'équité, on a besoin de justice, on a besoin de prospérité. Ce qu'on va aller chercher ailleurs, là, mais ça peut se trouver ici. Pourquoi aller cueillir des tomates en Europe ou bien ailleurs ou aux États-Unis alors qu'on peut les travailler ici? Il y a énormément de terre à travailler. Hein? Mais non, on doit travailler notre continent. Il faut donc cette volonté politique. Mais on reviendra en Mauritanie. Vous avez partagé tout à l'heure vos perspectives. Mais quel est votre commentaire par rapport à l'état actuel des choses en Mauritanie? En tout cas, ce qui se passe, la population n'est pas contente et la Mauritanie doit avancer. Pour qu'elle avance, il faudra que tous les Mauritaniens aient les mêmes droits. Qu'il y ait la justice, l'égalité, qu'il n'y ait pas de discrimination, qu'il n'y ait pas aussi de discrimination raciale et qu'il n'y ait pas aussi, par exemple, l'esclavage. Mais l'esclavage, ça a été aboli en 1981, en 2007, en 2012, mais il y a des survivances. Ça, il faudra le dire, c'est clair, tout le monde le sait. Et tout ça doit disparaître. Les Mauritaniens ont besoin d'unité, d'égalité, de justice, de progrès. C'est ça dont on a besoin en Mauritanie. Ça peut se faire. Il faudra de la volonté politique et puis que les populations se réveillent, disent que nous avons besoin de ça.
Docteur Hamidine Mokhtar Kane, nous sommes au terme de cette émission. C'était un plaisir de vous avoir sur Amani TV. Merci M. Wad, et puis je vous remercie de m'avoir invité. Vous avez une chaîne qui est très regardée en Afrique, qui est appréciée par les analyses qui sont faites ici, et puis vous êtes de grands journalistes, des visionnaires. Donc nous vous encourageons à aller de l'avant, à aller plus profondément dans les choses pour qu'on décortique justement cette vision panafricaine, pour le réveil de l'Afrique, parce que l'Afrique a besoin de ses enfants, de ses filles, de ses fils, de sa jeunesse, et puis de ses intellectuels, de ses cultivateurs, de ses pêcheurs, de ses pasteurs. Nous avons besoin de tout le monde en Afrique pour que l'Afrique de demain soit une Afrique enviée, une Afrique où tout le monde va dire bravo aux Africains. En tout cas, merci beaucoup. C'est nous vraiment qui vous remercions. Quant à vous, amis téléspectateurs de Amani TV, c'était un plaisir. L'Afrique a besoin de tous ses enfants. C'est ce que nous pouvons retenir de cet entretien que nous avons eu avec Dr Hamidine Mokhtar Kane. C'était un plaisir et on vous donne rendez-vous très bientôt sur Amani TV, la chaîne de l'Afrique. Thank you.